cette expérience, le fait que tu as dénoncé tout ce qui se passait dans la sélection haïtienne, comment cette expérience a changé ta vie? Et aussi, est-ce que tu reçois beaucoup de menaces depuis? Parce que je sais que nous, les Haïtiens, on n'est pas trop comme tolérants envers ce genre de choses. On essaie toujours de protéger les plus forts et ignorer les plus faibles. C'est à peu près culturel. Mais est-ce que tu reçois beaucoup de menaces depuis que tu commences à travailler sur ce dossier et comment cette expérience a changé ta vie? Bon, déjà, je te remercie pour la question et le message. Je crois pas que en Haïti spécialement, les gens veulent protéger les gens les plus forts. Je pense que c'est dans le monde entier, parce que je le vois notamment en France. Écoute, oui, ça a changé ma vie parce que déjà, ça te met une leçon d'humilité, ça te fait réagir sur plein de choses. J'ai entendu tellement d'horreurs maintenant que je vais te dire que j'ai l'impression que plus rien ne peut me choquer. Donc tu prends une leçon d'humilité, de courage, et puis après, bah, ça fait que tu te bats pour des causes, quoi, que je ne pensais pas, qui me paraissaient importantes, mais que je n'avais pas l'occasion d'affronter réellement, quoi. Donc ça a changé ma vie, parce que derrière, ça m'a ouvert d'autres dossiers. Là, il y a eu le Mali, comme je le disais, qui a donc permis déjà la suspension de 7 personnes dans le basket malien, quelqu'un qui est même en prison pour pédophilie. Ça m'a ouvert d'autres dossiers. Là, j'en sors un la semaine prochaine sur une autre fédération de basket au niveau international. Donc ça a changé ma vie parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent vers moi du monde entier sur des cas similaires. Donc je peux pas leur dire non. Donc ça a changé ma vie à ce niveau-là, oui. Et puis l'affaire Haïti n'est pas finie. Donc forcément, je utilise des liens aussi avec des gens, que ce soit des filles, certaines personnes de leur famille, d'autres personnes du football haïtien qui seront marquées à vie. Après, pour les menaces, oui, ouais, j'ai plus été diffamé, insulté, hacké, attaqué, oui, mais encore une fois, je le dis souvent, mais si on ferme les yeux quand des enfants, des adolescents sont touchés, sont violés, bah, c'est pas ma conception de la vie, quoi. Donc, je vais parler crûment, mais je les emmerde. Voilà, c'est ma conception des choses. On peut me menacer et tout, j'arrêterai pas. Donc, désolé d'être un peu cru, mais il est 4h15 du matin ici, c'est ce que je pense. Je les emmerde. Ok. Merci. Une autre question. Merci beaucoup, Mackenley. Il y a Carl Anzi pose la question rapidement. Je dis Bonsoir. bonjour. Je vous remercie pour l'initiative. Et ma question, c'est pour Romain. Alors, vous avez dit que Jacques n'a pas de diplôme. Alors, je voudrais savoir s'il n'a pas les diplômes requis pour diriger une sélection et s'il n'a pas du tout de diplôme. Non, il en a, il a le DEF, je crois, ça s'appelle. Mais je crois pas qu'il il est du moins, il est en formation, en tout cas en France. Après, je sais pas, je connais pas tous les textes de loi, mais il y a certains de ces joueurs qui le ont signalé. Donc après, j'ai pas tous les textes de loi, et je ne sais pas tout, mais je sais qu'il est en formation, oui. Ok. Et Jean-Pierre, et qu'en penses-tu? Jean-Jacques, je sais qu'il a un diplôme pour entraîner en 5e division française. C'est-à-dire, c'est le niveau amateur, évidemment. C'est-à-dire, la France, tu as la première division, la 2e division, c'est le niveau professionnel. Et puis tout le reste en bas, c'est amateur. National, qui est la 3e division, National 1, qui est la 4e division, et National 2, qui est la 5e division. C'est-à-dire, il peut entraîner à ce niveau. Mais il y a quand même cette partie de la chose qu'on n'a pas souvent dit, c'est est-ce qu'on exige des diplômes pour être un sélectionneur? C'est-à-dire, Ou sénateur. en France, tu ne peux pas entraîner dans un club, par exemple, le diplôme de Jacques ne lui permet pas d'entraîner un club de 3e division. C'est-à-dire, aucun club Est-ce que ne va nous le garde faire. Et si le club le fait, ça sera à ses risques parce qu'il y aura des pénalités à payer à chaque match parce qu'il décide d'aligner quelqu'un qui n'a pas les diplômes requis pour le faire. Maintenant, en sélection, je n'ai jamais entendu des cas comme ça. Et j'ajouterais qu'il y a des sélectionneurs qui n'ont pas eu l'expérience non plus, tout comme Alors, Jean-Jacques. non, j'aimerais revenir sur ça parce que les expériences des joueurs, Oui, on continue. Oui, vas-y, continue. Noir Claire, continue. Il a perdu le micro. Il a peut-être disparu du space. Ouais, donc c'est ça. Après, effectivement, il y a cette question de diplôme, c'est un sujet important, mais je ne pense pas que c'est pertinent, mais c'est pas forcément nécessaire. Et je vais m'expliquer parce que en réalité, l'entraîneur qui va te faire gagner, c'est l'entraîneur qui, d'un point de vue football, comprend bien
le jeu, et d'autre part, qui arrive à faire une bonne gestion de son groupe. Le man management, j'aime utiliser ce mot-là, qui est bon, un concept anglais, mais la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire, si tu arrives à maîtriser ces deux principes-là, ces deux catégories-là, eh bien, déjà, le succès n'est pas loin. Maintenant, OK, les diplômes, mais on ne va pas forcément t'apprendre comment gérer les égos, hein, parce que ça, c'est vraiment ta capacité à sentir quand faire des concessions, quand jouer dur. Et on a vu des entraîneurs, par exemple, avec tous les pédigris possibles, échouer au haut niveau. Et même sur des problèmes de gestion de ressources humaines. Donc, pour moi, Jean-Jacques a l'expérience, allons dire, de joueur, comme on le sait tous. D'ailleurs, Romain a mentionné tout à l'heure, c'est Romain ou bien un auditeur qui en a parlé, et que personne n'a fait la première division sur les 20 dernières années. Je mentionnerai quand même Jean-Jacques Pierre, qui est sorti du football haïtien et titulaire et en plus capitaine d'un club de légende comme le Football Club d'Antalcanti. Jean-Jacques a été en substance d'ailleurs un pionnier dans le football moderne haïtien, ouais, dans l'ère moderne du football haïtien. Et il a été effectivement le premier à sortir d'Haïti et faire ce succès en Europe dans un grand championnat. Maintenant, je pense que tout ceci, parce qu'on parle quand même là de 6 ans, 3 ans de première division, 3 ans de deuxième division, donc 6 ans dans le niveau professionnel, sans oublier l'expérience de Peñarol, qui est quand même un club monstrueux, un très grand club. Donc, quand tu as fait toutes ces expériences-là, tu emmagasines des trucs qui vont certainement te servir pour être sélectionneur. Maintenant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que sinon, Risto Stoichkov n'aurait pas échoué comme sélectionneur, comme entraîneur. D'autres très grands joueurs comme Diego Maradona n'auraient pas échoué non plus à la tête de la sélection argentine. Mais finalement, qu'est-ce qui garantit le succès comme sélectionneur? Les diplômes seuls, ça ne suffit pas. L'expérience seule, ça ne suffit pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut sentir le jeu, il faut comprendre le jeu et il faut arriver à gérer les égos, les ressources humaines à disposition. Voilà. OK. Comme j'ai dit tantôt, il faut aller vite. Romain reste avec nous encore 8 minutes. Steph, tu as une question? Vas-y, pose ta question maintenant. Bonsoir tout le monde. Merci Farah. Merci Romain et Jean-Pierre. Alors, j'ai deux questions. Une pour Romain et une pour Jean-Pierre. Romain, ça m'a étonné vraiment de savoir que tu n'avais jamais mis les pieds en Haïti. Donc, ce que je voulais savoir, c'est simplement comment tu as procédé pour avoir ces résultats. Tu as dit que être un étranger a joué en ta faveur, mais qu'est-ce qui a joué encore en ta faveur? Est-ce que c'était contact ou est-ce que c'est ta manière de faire ou l'habitude de réaliser d'autres enquêtes? Mais j'aimerais savoir, et pour pouvoir identifier ce qui te différencie réellement par rapport à un journaliste qui est sur le terrain en Haïti et qui n'a pas pu faire ce travail, malgré les autres contraintes qu'on sait nous-mêmes localement. Donc, c'est ça. Si tu peux révéler ou nous dire point par point comment tu as pu faire pendant 1 an, tu as dit que tu as sacrifié pour la sélection, pour la fédération, pour ce dossier, comment tu as pu réussir. Ensuite, pour Jean-Pierre, Jean-Pierre, en 3 étapes, si tu pouvais le dire, pour restructurer ou structurer pour une fois pour toutes la fédération. Donc voilà, c'est ça. Merci. Reprenez pour moi cette question parce que vraiment, il y a Je vais commencer vu que la première question m'était adressée. Je te remercie. Bon, première chose, je pense qu'avoir été un étranger, ça a été un avantage, oui, parce que en fait, beaucoup avaient peur. Par exemple, je vais te dire, j'ai fait la plupart des entretiens avec mon ami haïtien parce que je voulais qu'elle parle en créole. Mais putain, ça n'a pas été facile, hein, d'accepter quelqu'un qui était haïtien. Souvent, les familles avaient peur qu'en fait, cette personne soit connectée d'une manière ou d'une autre à Dadou. Donc en fait, c'est pour ça les gens avaient peur de cet état de corruption généralisé autour de Dadou. Donc c'est pour ça, je pense, que c'était un avantage que je sois étranger. Deuxième point, on a pu finir l'affaire parce qu'il y a 2-3 filles notamment qui ont un courage incroyable. C'est-à-dire que si elles n'avaient pas été aussi courageuses, on n'aurait pas pu. Donc ça, c'est pas moi. Troisièmement, parce qu'il y a eu un accompagnement aussi. C'est-à-dire qu'on est une équipe, hein, je ne suis pas tout seul, comme je le dis souvent. Human Rights Watch a beaucoup fait également, notamment une dame de Human Rights Watch qui s'appelle Minky Warden, qui est total respect à vie pour ce qu'elle a fait. Cette dame est une reine, incroyable, un modèle. Donc sans elle, on n'aurait pas pu aller au bout non plus. Donc si tu veux, c'était un travail d'équipe, puis un travail en fait de longue haleine, c'est-à-dire on prenait les nouvelles. Moi, j'ai fait tout le suivi. J'ai même accompagné certaines filles dans leurs dépositions, dans plein de choses, quoi.
Donc, ça a été en fait un énorme temps. Du temps avec parler avec leurs amis, avec ci, avec là. Donc, c'est se dédier complètement à la chose et je pense qu'à terme, elles ont vu que j'étais sincère et que c'était pas faire l'histoire qui m'intéressait, c'était, la cause, on avait une stratégie et troisièmement, on a toujours privilégié la sécurité. Donc, voilà, après j'ai rien de plus que les autres et sans mon ami haïtien, j'aurais pas pu le faire non plus. Donc, si tu veux, on est vraiment 2 dans la base de dossier, c'est lui et moi. Donc ça a été un travail d'équipe comme je le dis, sauf que lui, pour des raisons de sécurité, évidemment, son nom ne sort pas, ce qui est facilement compréhensible pour sa famille. Donc voilà. Merci, Romain. Je vais juste reprendre la question pour Jean-Pierre Farah. Oui, c'est ce que Oui, j'allais te Jean-Pierre, je permettre. demandais, OK. Je demandais en 3 étapes si tu pouvais nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour restructurer la fédération ou structurer la fédération une fois pour toutes. Donc, selon toi, je sais que c'est une grande question qui devrait être des élaborations, mais rapidement, avec tes analyses, avec ton expérience, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on perd presque espoir avec nos équipes. C'est très difficile. Donc, rapidement, si on devait entamer un processus pour remettre la fédération sur pied, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, moi, je ne pense pas que c'est si compliqué que ça, hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est vrai que allons dire, la situation d'ensemble et la situation dans laquelle la fédération a fonctionné depuis des années, effectivement, est catastrophique à bien des égards. Mais je pense déjà à 2 points. D'abord, la FIFA doit impérativement s'impliquer. S'impliquer davantage et ceci, parce que les bonnes pratiques de gouvernance, de gestion d'une fédération sont connues par la FIFA. C'est-à-dire, pourquoi ne pas envoyer quelqu'un ou plusieurs émissaires rester sur les lieux de travail, c'est-à-dire vivre en Haïti pendant un temps. Bon, je vais pas demander à ce que ces gens-là, ces émissaires-là résident en Haïti de manière indéfinie, mais quand même qu'ils soient là pendant 3 mois en continu, retournent dans leur pays d'origine et puis retournent encore en Haïti pour faire le suivi. C'est-à-dire imposer certaines choses. La FIFA doit être beaucoup plus présente, ça c'est un. Et déjà, je pense qu'il y a aussi, lorsqu'on regarde l'organigramme même de la Fédération haïtienne de football, il faut refaire ça. C'est-à-dire que les gens ne sont pas vraiment à leur place. Et bon, Romain a parlé de Carlo Moslin particulièrement sur une question de complicité avec Dadou, mais Carlo, c'est plus un technicien qu'un administrateur. C'est Carlo Moslin, il a été joueur, et plutôt un bon joueur, et demi-défensif, capitaine de la sélection nationale, et capitaine du Cavalier de Léogane, qui a été dans un premier temps directeur technique adjoint, ensuite directeur technique, et puis qui est devenu secrétaire général de la fédération. Mais tout ceci, c'est pour dire que effectivement, il a emmagasiné l'expérience, mais ce poste-là, ce n'est pas le sien. C'est-à-dire, il serait mieux comme directeur technique, par exemple. Donc, déjà, ça pose un problème. Et puis, bon, c'est pas un cas isolé en plus. Donc, il faut refaire justement cette organisation et assurer une présence continue de la FIFA. Et puis, bon, j'ajouterais avoir le temps pour booster les clubs, c'est-à-dire faire en sorte que les clubs soient organisés de manière à être, d'une part, rentable, parce qu'il ne faut pas se mentir, un club, c'est un business aussi. C'est un business aussi. Donc, il faut que les clubs soient mieux organisés. Et puis, j'ajouterais quelque chose. La FIFA n'a rien à voir avec ça. Et c'est important. Il faut aussi un autre pays. Parce qu'en réalité, on parle d'Haïti, de la Fédération haïtienne de football, comme si c'est quelque chose qui était en dehors du pays. Mais non, c'est à l'intérieur du pays et un pays qui est vraiment malade jusqu'aux os. Donc, il faut aussi un autre pays pour avoir une meilleure fédération haïtienne de football parce que les problèmes, c'est comme c'est spaghetti, quoi. Donc, tout inclus, tout inclus. Mais moi, je dirais ces 3 choses et ça devrait faire vraiment beaucoup mieux que ce qui se fait et là maintenant en appliquant ces 3 choses-là. Merci à vous. Merci, Farah. C'était tout. OK, merci. Voilà, maintenant, il faut qu'on finisse. Il est 10h30. J'avais promis à Romain que j'allais l'envoyer se reposer. Parce que là, maintenant, il est 4h30 chez lui. Et on te remercie pour ton grand sacrifice. Et je sais aussi que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur.
Et voilà, donc je pense que ce ne sera pas la dernière fois. On va avoir d'autres causeries et bientôt, peut-être sur d'autres sujets, mais je pense que le sujet d'ado est un sujet à suivre parce que là maintenant, jusqu'à présent, rien n'est fait au niveau national. Et je pense que, comme tu dis, les filles méritent justice, ok? Les filles méritent justice. Les filles méritent que leur voix soit entendue au niveau national et que leur harceleur soit condamné, quoi. Et voilà, donc, je On y sais arrivera. que le sujet, le dossier n'est pas fini pour toi et je sais que tu es quelqu'un de très engagé dans ce que tu fais et que tu es très motivé. Et voilà, donc, merci Romain et je te souhaite de dormir bien. Et Romain, tu peux y aller, mais je pense que Jean-Pierre, est-ce que tu peux rester un moment et répondre à d'autres questions? Parce que je pense qu'il y a d'autres Bonne questions. soirée à vous tous, en tout cas. Eh, Merci beaucoup. Merci Farah pour avoir organisé ça. d'accord, Romain. Merci à toi et passe une bonne journée parce que là maintenant, il est la journée. C'est la journée pour toi maintenant. Oui, est-ce que tu peux rester un moment ou bien tu veux partir aussi? Parce qu'il y a d'autres questions. Jean-Pierre. Oh. Jean-Pierre disparaît tout moi. Jean-Pierre, oui, ou même madame qui parle écran, lui. JP, koto. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'on a perdu JP aussi. Il y a des gens qui m'ont demandé qu'on reste un moment parce qu'ils avaient d'autres questions et que comme JP